Bon mercredi matin tout le monde. Bienvenue à cette 16e journée du défi J'aime mes seins. Alors, comme vous le savez maintenant, à tous les matins, je vous fais une petite capsule vidéo pour aborder un aspect de la santé des seins. Mais vous le savez aussi maintenant que notre corps n'étant pas compartimenté, ce qui est bon pour la santé de nos seins, c'est bon pour la santé de nos hormones généralement. Et à plus large spectre, c'est bon pour notre santé tout court. Alors, ce matin, on va parler de quelque chose qui nous affecte toutes et tous. On va parler de la consommation de sucre. Oui, je sais, vous allez me dire, Chantal-Anne, c'est difficile avec toi les matins. Tu veux nous enlever le gluten, tu veux nous enlever le sucre, tu veux réduire la consommation de viande, toutes des choses qu'on aime. C'est vrai, mais simplement, le changement d'attitude qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'on aime plus le goût des aliments ou on aime plus être en santé et ne pas avoir des douleurs partout et avoir un taux d'énergie optimum pour pouvoir bien profiter de notre vie? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Alors oui, je le sais, le sucre, il est partout. Selon l'Alliance des producteurs de sucre du Canada, les Canadiens consomment en moyenne 30 kilos de sucre par année. La bonne nouvelle, c'est quand même que la consommation de sucre tend à diminuer depuis les 20 dernières années. En fait, on voit qu'en termes de consommation de grammes par jour, là, on parle de 105,6 grammes de sucre par jour. Plus de la moitié de ça, c'est assez catastrophique, là, 57 de ces 105,6 grammes de sucre quotidien sont du sucre rajouté. Donc, carrément, quand on prend du sucre dans le sucrier et qu'on le rajoute dans notre alimentation ou encore du sucre qui est rajouté dans les aliments qu'on va consommer, par exemple les céréales, les Lucky Charms et compagnie. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la consommation de sucre a réduit de 13 au cours des 20 dernières années. Et en grande partie, cette diminution du taux de sucre, elle est associée à la réduction de l'accessibilité aux boissons gazeuses. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait tout un lobbying qui était fait là-dessus pour retirer, entre autres, les boissons gazeuses des écoles et de certains endroits. Eh bien, il y a eu une réduction des boissons gazeuses de 57 et il y a eu un impact direct sur notre consommation de sucre. Moi, je pense aussi qu'il y a un niveau d'éducation au travers de tout ça. Les 20 dernières années sont aussi les années qui ont été dominées par Internet. Donc, les gens sont plus au courant de ce qui est bon et n'est pas bon pour la santé. Donc, comment le sucre, ben d'abord, comment ça se présente? Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent ça, moi, je ne consomme pas de sucre. Puis après ça, quand je vais un petit peu plus loin dans le bilan de santé, ce qu'on se rend compte, c'est que, ils rajoutent un petit peu de sirop d'érable ici, un petit peu de miel là. Le sucre, c'est pas juste malheureusement ce qu'il y a dans notre sucrier. Quand on consomme de ces sucres qu'on va dire naturels, il faut comprendre que peu importe le type de sucre qu'on va consommer, ultimement dans notre estomac, ça va être converti en glucose, donc en sucre simple. La différence qu'il va y avoir, c'est que lorsqu'on consomme des sucres naturels, comme par exemple le sirop d'érable ou le miel, on va apporter aussi des substances nutritives, dont certains minéraux. Donc, c'est quand même euh, une balance qui va être pas complètement négative parce qu'à ce moment-là, on aura apporté des choses qui sont aussi bénéfiques pour le corps. Des fois aussi au niveau de l'extraction, parce qu'on le sait, là, selon le type de sucre, si on consomme du sucre blanc ou du sucre de canne, donc les moyens qui sont utilisés pour extraire le sucre peuvent être aussi plus ou moins toxiques. Par exemple, il y a du chlore qui est impliqué dans certains types d'extraction et tout ça. Donc, c'est sûr que si on consomme un sucre qui est plus naturel, par exemple, le sirop d'érable qui sort directement de l'érablière, eh bien, il n'y aura pas de substances chimiques impliquées dans sa transformation. En tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas une spécialiste du sirop d'érable. Mais ultimement, en termes de ce qu'on contribue en unité de glucose, donc de sucre simple à notre corps, l'impact sera le même. Alors, dans ces sucres simples, évidemment,
le glucose est le mieux connu, mais le fructose est aussi un sucre simple, le sucrose et le lactose, donc qui provient des produits laitiers, sont tous des sucres. D'ailleurs, le lactose compte pour une bonne partie de l'apport en sucre chez les enfants. Alors, encore une fois, des fois, les parents bien intentionnés croient qu'ils ont donné un bon déjeuner à leur enfant avec un grand verre de lait, des céréales, et en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que ce sont des grandes quantités de glucose qui vont avoir été introduites dans le petit déjeuner de l'enfant. Mais donc, tout ça pour dire que oui, il y a quand même des différences entre le type de sucre qu'on apporte au corps, mais si on veut regarder l'impact du glucose, donc l'unité de base en laquelle sera réduite le sucre, peu importe sa forme, si on regarde l'impact du glucose sur le cancer, évidemment, il n'y aura pas vraiment de différence qu'on ait consommé du sucre blanc lentique ou qu'on ait consommé du sirop d'érable. La recherche, c'est un phénomène intéressant. Je vais prendre le temps de vous le décortiquer un peu. Je pense que les gens commencent à ouvrir les yeux sur le fait que la science et la recherche ne sont pas des unités indépendantes parce que, évidemment, les études cliniques doivent être financées par quelqu'un. Il y a longtemps, beaucoup d'études cliniques étaient produites par les universités. Aujourd'hui, la majorité des études cliniques proviennent de Big Pharma ou du marché lui-même. Par exemple, vous êtes un vendeur de glyphosate qui s'appelle Monsanto. Vous allez financer des études pour pouvoir faire approuver votre glyphosate par les gouvernements canadiens, américains, etc. Alors, évidemment, si une étude est négative, vous allez avoir tendance à la supprimer, donner un autre angle à votre étude, trouver un autre bassin de population. Et là, ça vous prend des gens qui vont faire l'étude. Alors, soit vous financez une nouvelle aile en construction d'une université ou un chercheur donné. Et évidemment, cette personne ou cette université dépend maintenant des fonds pour produire cette recherche-là, mais aussi d'autres. Alors, il y a énormément de recherches qui sont mises sous le tapis ou sur la tablette numéro 13 et en réalité ne voient jamais le jour. Alors ça, c'est très problématique que les recherches cliniques soient financées par l'industrie. On a cette belle notion idéalisée de la science qui fonctionne de manière indépendante, mais ce n'est pas la réalité. Après ça, il y a toute la question du lobbying et le sucre en est un parfait exemple. Alors, quand on commence à chercher des recherches, quand on essaie de débusquer certaines recherches qui pourraient établir un lien causatif, un lien direct entre la consommation de sucre et le cancer, eh bien, imaginez-vous qu'on n'en trouve pas. Vous savez que j'en parle souvent, mes patients se font invariablement dire par leur médecin, par leur oncologue, non, le sucre, ça n'a pas rapport. Parce que intuitivement, les gens demandent, est-ce que je devrais changer mon alimentation? Est-ce que je devrais réduire ma consommation de sucre? Et les médecins leur disent que non. Eh bien, en leur défense, ce matin, je dois vous dire qu'ils ont raison en partie parce qu'on ne les trouve pas, ces recherches qui lient directement le cancer du sein ou tout autre type de cancer d'ailleurs à la consommation de sucre. Et pourtant, on sait que les cellules cancéreuses consomment, tenez-vous bien, 200 fois plus de sucre que les cellules normales. C'est un fait tellement bien connu scientifiquement que des appareils servant à diagnostiquer le cancer vont avoir recours à des injections de sucre, d'eau sucrée, parce qu'on sait que les cellules cancéreuses vont se précipiter sur le sucre et donc ça va permettre à ces appareils d'identifier où se trouvent les amas de cellules cancéreuses dans le corps humain. Donc, c'est un fait reconnu, validé scientifiquement que les cellules cancéreuses consomment 200 fois plus de sucre que les cellules normales. Pourtant,
même en épluchant, comme je sais le faire, la littérature scientifique, on ne peut pas trouver d'études reliant le sucre au cancer du sein. Alors, on va passer par Québec pour revenir à Mont-Tremblant. On va faire des détours incroyables pour en réalité nous dire que oui, il y a un lien, mais sans nous dire qu'il y a un lien. Puis je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que disent les études cliniques, mais aussi les différentes entités telles que les cliniques Mayo de ce monde? Eh bien, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y a pas de lien direct entre la consommation de sucre, et là, ils ne rentrent même pas dans quelle forme de sucre, et le cancer du sein. Mais, on sait que la consommation accrue ou exagérée de sucre va contribuer à la prise de poids. Et la prise de poids en elle-même peut être reliée au cancer du sein. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on prend du poids sous forme de tissu adipeux, donc de gras, on va stocker plus d'estrogène. On le sait depuis le début du défi, on parle de l'importance de bien métaboliser ces estrogènes pour éviter qu'ils se fixent à nos récepteurs estrogéniques et les activent de manière problématique. Alors, évidemment, on le sait aussi parce que quand on arrive à la ménopause, toutes les femmes prennent un 5 kg obligatoire et ce 5 kg, c'est le corps dans sa grande sagesse qui s'enrobe un peu de gras pour pouvoir stocker des estrogènes pour réduire l'impact des bouffées de chaleur alors que notre diminution endogène, notre diminution personnelle d'estrogène, notre production, personnelle d'estrogène va diminuer. Alors, on le sait, le tissu adipeux, le gras, ça stocke les estrogènes. Et si on a plus d'estrogènes, surtout des estrogènes qui sont en voie d'être éliminés, qui sont à moitié transformés, qu'on appelle des métabolites, eh bien, ces estrogènes ont plus de chances d'activer les récepteurs estrogéniques de manière problématique qui pourrait causer donc un cancer. Alors, d'une certaine façon, oui, la consommation de sucre va nous faire prendre du poids et la prise de poids peut être associée au cancer du sein. L'autre moyen détourné qu'on nous laisse entendre que le sucre peut être problématique, vous savez que quand on consomme du sucre, le taux de sucre dans notre corps est réglé de manière très précise. En fait, les 3 priorités du corps, les 3 systèmes de régulation du corps sont d'abord le taux de sucre parce que c'est notre cerveau qui consomme 80% du glucose qu'on consomme. Vous le savez, quand on tombe en hypoglycémie, quand on manque de sucre, eh bien, on commence à se sentir pas bien, on peut avoir des étourdissements, on peut sentir des tremblements et tout ça. Et c'est dangereux pour notre survie. Donc, évidemment, le corps a différents moyens de contrôler notre taux de sucre, dont, par exemple, d'aller chercher dans nos réserves de gras et de convertir les gras en glucose ou même, le cas échéant, de convertir les protéines en glucose. C'est des moyens d'urgence, en réalité, parce que le corps a besoin de conserver notre taux de sucre dans une limite très étroite. Ensuite, notre pH. Donc, par exemple, le pH sanguin est maintenu de manière très serrée entre 7,35 et 7,45. Donc, grâce à différents mécanismes tampons, par exemple, le corps n'hésitera pas à aller chercher des minéraux dans nos os, dans nos dents, pour ramener son taux d'acidité à la normale. Le sucre, en passant, est très, très, très acidifiant pour notre corps. Donc, c'est un des moyens qu'on va se déminéraliser. Et on sait que le cancer préfère le milieu acidifié. Et ensuite, les cellules cancéreuses, parce que justement, elles consomment beaucoup, beaucoup de sucre, vont comburer plus efficacement et produire plus de déchets, contribuer au milieu acide. Donc, les 3 priorités du corps, maintenir le taux de sucre constant, le taux de glucose, maintenir notre niveau d'acidité entre 7,35 et 7,45 et maintenir notre température corporelle également autour de 37 degrés. Parce que si on a trop chaud, si on a trop froid, les enzymes ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc, la gestion du sucre, c'est vraiment une priorité pour le corps, on va dire la gestion du glucose, puisque les sucres sont transformés ultimement pour la majorité en glucose. Donc, où est-ce qu'on s'en allait avec ça? Bref,
le taux de sucre est extrêmement important pour la survie de notre organisme, mais son excès, par contre, lui, va être détrimental puisque on va le stocker sous forme de gras qui peut contenir nos estrogènes. Ou, en fait, le cas échéant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une décharge d'insuline que notre pancréas va fournir. L'insuline va servir à ramener le taux de glycémie, donc notre pourcentage de sucre dans notre sang, dans sa normalité. On le sait parce que quand on n'arrive plus à produire suffisamment d'insuline, on est diabétique et il faut à ce moment-là travailler très fortement notre mode de vie et l'alimentation et l'activité physique et la prise de certains suppléments pour que maintenant le sucre, le glucose arrive à rentrer de manière plus efficace dans nos cellules, donc pour ramener le taux de glycémie à la normale au niveau sanguin ou, le cas échéant, consommer des médicaments comme le metformine ou l'insuline qui vont nous permettre de le faire. Alors, on sait que quand on a trop de sucre, trop de glucose en circulation, on va stimuler cette décharge d'insuline de la part de notre pancréas. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'à force de produire de l'insuline, le pancréas peut se fatiguer et là, on va mal gérer notre équilibre du sucre dans notre sang, donc notre glycémie, et on peut avoir des symptômes d'hypoglycémie et éventuellement, au contraire, on n'arrivera plus à réduire le taux de glycémie au niveau sanguin, le taux de sucre va rester élevé et on va donc souffrir de diabète. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'insuline dans notre corps, ça stimule différentes voies métaboliques, des voies de signalisation, des voies d'inflammation, des voies de promotion de marqueurs cancéreux, en réalité associés justement au cancer. Donc, le fait de vivre constamment avec un taux d'insuline élevé parce qu'on consomme beaucoup de sucre est un facteur de risque pour le cancer parce qu'on sait maintenant que par différents mécanismes, le glucose et l'insuline, mais particulièrement l'insuline, va servir de facteur de croissance pour les cellules cancéreuses. Donc, vraiment, autant le glucose comme tel qui donc nous provient de notre alimentation, mais également sa conséquence qui est le taux d'insuline élevé, sont des facteurs de risque pour le cancer. Mais on nous dit que le sucre n'est pas directement relié au cancer. Alors, pourquoi pensez-vous qu'on fait des grands détours et qu'on a du poil sur la langue quand vient le temps de parler du sucre? Eh bien, j'ai les statistiques américaines, j'aurais pu prendre le temps de sortir les canadiennes, mais l'industrie du sucre aux États-Unis est une industrie de 23 milliards de dollars annuellement et ça emploie 151 000 personnes, donc beaucoup d'endroits, beaucoup d'États aux États-Unis dépendent beaucoup de la production de sucre, autant au niveau de la canne à sucre que de la betterave maintenant, et même on parle aussi beaucoup du high fructose corn syrup, donc ce sucre qu'on fait à partir du maïs. Donc, il y a différents moyens que l'humain a inventés pour fabriquer du sucre parce qu'évidemment, on a énormément de papilles gustatives qui réagissent au goût du sucre puisque le sucre est important pour notre survie. Donc, en général, on aime le goût du sucre. Alors, les humains ont fait de grandes démarches tout au cours de l'histoire pour produire le sucre. On sait que les États-Unis ont été fondés sur la production du sucre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on importait les esclaves africains, d'abord aux États-Unis, mais un peu partout dans les îles des Caraïbes. Donc, toute notre histoire et notre sociologie moderne est basée en réalité sur cet ingrédient qui est le sucre. Et le sucre est un ingrédient qui est largement subventionné. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'ingrédient ou l'aliment qui reçoit le plus de subventions parce que justement, ça implique beaucoup de personnes et c'est un pilier de l'économie dans beaucoup d'États américains. Donc, si on essaie de faire réduire la consommation du sucre, ça va avoir un impact majeur sur l'économie américaine. Et ça, on le sait parce que
éventuellement lorsque l'Organisation mondiale de la santé a tenté de réduire la quantité de sucre qui est par ailleurs totalement aléatoire. Mais on avait dit qu'on allait réduire les recommandations pour que le sucre ne soit en réalité que 10% de l'apport calorique des gens. Il y avait eu tout un tollé qui s'était élevé aux États-Unis et les États-Unis ont menacé. À l'époque, les États-Unis étaient important donateur. On sait que ça a été remplacé par Billy Boyd. Mais à l'époque où la contribution économique des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé était importante, eh bien, un lobbying important avait été fait et des menaces avaient été perpétrées envers l'OMS pour dire que s'ils changeaient les lignes directrices, les recommandations, en réalité, que l'argent allait être retiré. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Michelle Obama avait proposé de réduire justement le sucre dans la cafétéria des écoles et mettre en place un programme d'activité physique et tout ça lorsque Barack avait été élu, eh bien, ce discours a duré à peu près 2 semaines et pouf, on n'en a plus entendu parler. Et la seule chose qui est arrivée, c'est quelques petits programmes d'activité physique dans des endroits plus défavorisés, mais il n'a plus été question du sucre du tout. Alors, comme c'est très souvent le cas en santé, quand ça ne fait aucun sens, eh bien, follow the money, follow the money. En santé, mais on le sait maintenant, même chose par rapport à la production énergétique, même chose par rapport au complexe militaro-industriel. Donc, on commence, je pense, avec les événements des dernières années, à se rendre compte que certaines organisations en place qui sont supposément là pour établir justement des réglementations en matière de santé pour nous protéger, eh bien, on sait maintenant que ces organisations ont été complètement infiltrées par l'argent, ont été complètement infiltrées par Big Pharma, Big Agro, et que tout ça doit se maintenir ensemble. Alors, évidemment, les producteurs de sucre sont des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est un lobbying très important, tout comme celui de Big Pharma, tout comme celui de Big Tech, tout comme celui de Big Agro. Et ces gens ont tout intérêt à travailler ensemble pour mettre de la pression sur les gouvernements et sur donc ces organisations sur lesquelles on compte pour nous émettre des lignes directrices supposément appuyées par la science qui vont prendre soin de notre santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et on se rend même compte que lorsque des gens comme moi essaient de vulgariser la science et de vous faire prendre conscience des dynamiques de pouvoir en santé, eh bien, on est censuré parce que Big Tech est de concert avec ces gens qui font beaucoup d'argent. Alors, maintenant, vous avez des choix à faire. Soit vous suivez les commerciaux payés par Big Tech, Big Agro et Big Pharma qui pullulent dans les différents médias pour vous dire de manger vos Lucky Charms le matin, ou encore vous allez faire des recherches de manière indépendante et essayer de lire entre les lignes maintenant que vous comprenez à comprendre les dynamiques de pouvoir. Un dernier point que j'ai oublié de vous mentionner, qu'on mentionne aussi souvent à part la question de non, je ne consomme pas vraiment de sucre, je consomme juste du sirop d'érable, c'est la question des agents sucrants. Je ne vais même pas les appeler des sucres, les agents sucrants chimiques comme l'infameux aspartame. D'ailleurs, aspartame, dans un exercice de relations publiques, évidemment, quand les études ont commencé à sortir et à révéler l'impact négatif de l'aspartame, eh bien, on a commencé à changer le nom. Alors maintenant, vous retrouvez l'aspartame sous des noms, un que je ne connaissais pas, le NutraSweet, mais AminoSweet. Ça fait tellement naturel, acide aminé, AminoSweet, ça doit être bon pour la santé. Equal. Donc, ces agents sucrants sont en réalité de l'aspartame déguisé. Et l'aspartame, l'été dernier, je pense en juin de l'été dernier, a été déclaré par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un cancérigène possible dans la classe, donc dans la catégorie 2B. Évidemment, l'aspartame n'a pas les reins aussi solides que l'industrie du sucre. Alors, l'Organisation mondiale de la santé peut se permettre
de nous prévenir que l'aspartame est potentiellement cancérigène pour notre santé. Et en plus, ça élimine un grand compétiteur pour l'industrie du sucre qui, elle, a beaucoup d'argent à investir dans des entités comme l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on sait maintenant que l'aspartame, ça fait longtemps, c'est un secret de polichinelle qu'on sait que l'aspartame est toxique, en plus des réactions que ça crée au niveau du cerveau pour plusieurs personnes. Je suis de celle-là. Au début, je ne comprenais pas. J'allais chez des amis qui buvaient des boissons gazeuses diète et j'avais toujours un mal de tête catastrophique quand je quittais leur appartement et j'ai mis un temps à comprendre que c'était parce que je buvais un verre de 7-Up diète quand j'étais là que j'avais mal à la tête, mais il y a des gens qui ont des réactions encore plus importantes. Donc, l'aspartame, qui est donc un poison, mais qui réinvente son nom et ses couleurs pour continuer d'être mis en marché. Alors, on nous dit que c'est un agent cancérigène probable, mais par ailleurs, les lignes directrices n'ont pas été modifiées. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'en entendront pas parler parce que ça continue d'être disponible et c'est vendu maintenant sous d'autres noms. Vous voyez que ça, c'est des trucs de l'industrie aussi. Hein? On sait, par exemple, que lorsque quelques cas ont été gagnés envers Monsanto, eh bien, tout d'un coup, Monsanto a été acheté par Bayer. Et donc, on remarquette, on rebrand les produits sous d'autres noms, mais ils continuent leur impact négatif sur notre santé. Et comme on le disait, bien, ce qui est complètement pervers dans ce milieu des études qu'on dit scientifiques, c'est qu'en général, elles sont financées par les gens qui ont tout à gagner ou à perdre selon que les résultats publiés soient positifs ou négatifs. Donc, évidemment, quand l'étude ne s'en va pas du bon côté, on met fin à cette étude et on trouve un moyen de choisir un autre bassin de population, de donner un angle différent à la recherche et on finit par réussir à faire approuver ces produits. Et ultimement aussi, bien, vous savez qu'il y a tout un mécanisme de porte tournante. On le voit dans des films comme Thrive, par exemple, où on nous montre les noms des personnes qui étaient des directeurs de la Food and Drug Administration, la FDA, qui allaient travailler chez Monsanto et qui revenaient. Et ces gens de l'industrie, par exemple, ces 10 experts qui travaillent pour Big Pharma ou Big Agro, savent qu'éventuellement, ils auront besoin d'emplois dans différents paliers de ces industries. Par exemple, si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un chargé de mettre un sceau d'approbation sur un produit pharmaceutique, vous savez que demain, vous n'aurez peut-être plus votre emploi dans la fonction publique et que vous aurez besoin d'un emploi au privé ou carrément, vous vous faites dire, on va t'offrir un poste qui va te payer le double de ce que tu gagnes maintenant pour venir travailler chez vous. Et donc, vous mettez le sceau d'approbation. Je veux dire, on trouve ça triste d'entendre ces choses-là, mais c'est malheureusement la réalité. Alors, pourquoi je vous parle de dynamique de pouvoir ce matin, c'est que si vous allez chercher encore une fois des études qui tentent d'établir un lien de cause à effet entre le cancer du sein et le sucre, vous ne les trouverez pas parce que qui va financer l'étude, premièrement, et deuxièmement, si on avait des résultats qui démontrent, on les ferait disparaître et c'est pour ça que ces grands hôpitaux, qui sont probablement en partie financés par de l'argent qui provient de l'industrie du sucre aux États-Unis, vont nous dire de manière détournée, ben oui, ça peut avoir un impact sur la prise de poids et donc l'excès d'estrogène, ou ça peut avoir un impact sur le taux d'insuline et donc les facteurs qui vont favoriser la croissance des tumeurs. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'en bout de ligne, on ne peut pas toujours se fier là-dessus ni attendre qu'une étude nous dise que le cancer va carrément être nourri ou provoqué par une consommation exagérée de sucre. On doit faire des choix et réduire le sucre dans notre quotidien. Vous savez, 30 kilos de sucre par année pour la consommation de sucre des Canadiens, c'est énorme parce qu'il y a des gens qui en consomment très peu. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment littéralement leur poids en sucre tout le temps. Donc, il faut vraiment tenter par tous les moyens de réduire notre consommation de sucre. Et un peu comme pour le sel, nos papilles gustatives s'habituent au goût du sucre. Donc, il faut le réduire progressivement. Si, par exemple, tu mets du sucre dans ton café, bien, si tu en mettais 2 cuillères à thé,
commence à réduire à 1,5. Et dans une semaine ou 2 semaines, tu réduiras à 1 et ainsi de suite pour arriver à te départir carrément du sucre. Et surtout, ne pas substituer le sucre blanc par du sirop d'érable ou du miel ou encore pire, l'aspartame sous un de ses différents noms en pensant que c'est mieux pour votre santé. Il faut comprendre qu'ultimement, du sucre, c'est du sucre, que ça va être converti en glucose dans notre corps. L'exception à cette règle, c'est la consommation, par exemple, des fruits. Nulle part, la consommation de fruits est associée à un taux accru de cancer. Je sais que les fruits, depuis quelques années, on en consomme beaucoup moins parce que les gens sont partis sur la mode de la diète cétogène. Moi, vous le savez, je pense maintenant, je ne suis pas une fan de la diète cétogène. Je sais que ça va me valoir un paquet de critiques ce matin. Je vous expliquerai à un moment donné, comme clinicienne, pourquoi je ne suis pas une fan de la diète cétogène. Mais une des conséquences de cette diète qui réduit énormément l'apport en glucides, c'est que les gens ont beaucoup réduit leur consommation de fruits et de légumes. Alors que dans toutes les études épidémiologiques, partout dans le monde, on voit toujours qu'une consommation accrue de fruits et légumes est associée à une réduction des taux de cancer. Il y a un effet double. C'est sûr que quand on consomme plus de fruits et légumes, on apporte toutes ces substances phytochimiques dont on a parlé dans les derniers jours, qui ont un impact majeur au niveau de la prévention du cancer, mais de notre santé en général, que ce soit les fibres, que ce soit les minéraux alcalinisants, que ce soit les phytoestrogènes, que ce soit les lignanes de la graine de lin, que ce soit les molécules soufrées de l'ail et des oignons, le resveratrol des raisins, etc., etc. Donc, on apporte énormément de substances antioxydantes, des polyphénols qui ont des propriétés incroyables. On apporte toute une pharmacopée naturelle de substances qui ont un effet protecteur sur notre santé lorsqu'on a une diète qui comporte beaucoup de fruits et de légumes. Et si on consomme plus de fruits et de légumes, en général, on va consommer moins des ingrédients qui sont plus problématiques, comme par exemple la viande, on l'a vu, la viande, surtout produite commercialement, va avoir un impact important au niveau du cancer du sein, entre autres, parce qu'on y retrouve très souvent des hormones qui font que la viande va grossir plus rapidement, l'animal va croître plus rapidement. Donc, d'un point de vue productivité, c'est intéressant, mais d'un point de vue de la santé, c'est catastrophique. Donc, il y a un effet double positif associé à la consommation de fruits et légumes. Donc, pour moi, c'est très problématique quand, dans une optique de réduire les glucides, ce qu'on va couper, c'est les fruits et les légumes. Donc, oui, on veut éviter les sucres ajoutés, mais on n'a pas besoin de couper notre consommation de fruits et de légumes. Évidemment, les jus commerciaux, le jus d'orange en carton, c'est très concentré en sucre. Même si on ne rajoute pas de sucre, c'est très concentré en sucre par rapport à un jus frais qu'on va fabriquer à l'extracteur. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas trop pousser la consommation de ces jus en boîte parce que oui, ils sont effectivement très sucrés. Mais si vous faites des jus à l'extracteur, si vous faites des smoothies à la maison, il n'y a aucun problème à consommer des sucres parce qu'encore là, ça va venir avec des fibres qui vont ralentir la quantité de sucre qui va monter dans le sang. C'est-à-dire que quand vous consommez des glucides qui sont rattachés avec des fibres, parce qu'on parle d'aliments complets, on ne parle pas de sucre tout seul, eh bien, le pic de glycémie va être beaucoup plus léger et donc ça va moins solliciter une décharge d'insuline de la part de votre pancréas. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous vous privez à ce moment-là, si vous arrêtez de consommer des fruits pour réduire votre taux de glucides, de tous ces ingrédients intéressants qu'on retrouve dans les fruits, mais aussi dans les légumes. Donc, pour moi, quand je vous parle de réduire le sucre, ça n'inclut pas la consommation de fruits. Vous pouvez consommer des fruits, surtout si vous les consommez frais, parce que les fibres, l'apport en eau, l'apport en minéraux, l'apport en principes actifs anti-cancer vont avoir une balance positive. C'est vraiment carrément un autre sujet en réalité que de rajouter du sucre ou même de prendre des glucides qu'on va dire complexes, par exemple dans le riz ou dans les pâtes. On dit que ce sont des glucides complexes parce qu'encore là, ils sont associés à d'autres substances et notre tube digestif doit les métaboliser. Donc, ça va moins générer un pic
de glycémie et donc d'insuline rapide quand on prend, par exemple, des pâtes ou du riz que si on a rajouté du sucre dans notre café. Mais il faut savoir encore là que ces substances vont être réduites en glucose, donc il ne faut pas en abuser. C'est toujours le même principe. Notre alimentation doit être à la base majoritairement végétale. On doit complémenter nos végétaux euh, de, bonnes, de protéines de bonne qualité, qu'on soit végétarienne ou qu'on ne soit pas végétarienne. Ça, c'est des choix personnels. Mais si on consomme des protéines animales, c'est important d'essayer de les consommer d'élevage biologique ou à tout le moins traditionnel. Si les gens n'ont pas la certification bio, mais qui font les choses de manière traditionnelle, comme par exemple c'est le cas ici, eh bien, c'est déjà vraiment mieux pour la santé que de l'élevage commercial. Donc, l'idée, c'est vraiment de consommer surtout des fruits et des légumes dans notre alimentation et de complémenter avec des protéines, par exemple végétales, les légumineuses, les noix, les graines et un petit peu de protéines animales. Par exemple, les œufs, surtout les œufs bio ou de poule en liberté, sont une très bonne source de protéines, mais faire attention réellement à réduire notre apport en glucose, que ce soit dans des sucres simples ou des sucres complexes de nature transformée comme dans le sucre blanc ou le sirop d'érable ou le miel. Il faut le réduire et que ça reste des usages, par exemple, occasionnels. À ce moment-là, on a droit à se faire des petits plaisirs et comme toujours en santé, c'est ce qu'on fait 80 du temps qui va vraiment avoir un impact. Donc, si vous faites attention toute la semaine et que le dimanche, vous avez un brunch, puis vous mettez un petit peu de sirop d'érable sur vos galettes de sarrasin, parce que le gluten, je suis non négociable, ça c'est 100 du temps, eh bien, il n'y aura pas de problème. En bout de ligne, il faut que s'alimenter et que vivre, ça reste un plaisir, sinon il n'y a pas d'intérêt. Quand ça devient stressant, eh bien, on sécrète du cortisol, des hormones de stress qui vont affecter notre digestion, notre immunité, tout ça, et ça va avoir un impact encore plus important que le fait d'avoir pris un petit peu de sucre. Donc, le sucre aussi, on le sait, là, il y a des études qui le démontrent, il y a un impact direct au niveau de notre immunité. J'ai oublié parce que ça m'a échappé de revérifier les chiffres ce matin à partir de combien de sucre on consommait, mais si ma mémoire est bonne, c'était 2 cuillères à thé de sucre diminuait de 50 notre immunité pour la prochaine heure. Donc, c'est quand même des taux très, très, très importants au niveau de la diminution de l'immunité. Évidemment, là, on ne peut pas le relier directement au cancer, mais vous comprenez bien que si notre immunité est tout le temps supprimée parce qu'on consomme constamment du sucre, eh bien, notre capacité à repérer et détruire les cellules cancéreuses va être moins efficace. Va être moins efficace au niveau des virus, va être moins efficace au niveau des bactéries et d'un peu tout ce qui survient dans notre organisme. Alors, on garde le sucre pour un usage occasionnel. On se détoxifie tranquillement parce qu'évidemment, comme je vous dis, votre corps s'habitue à votre taux de glucides. Alors, on le fait tranquillement pour ne pas souffrir de trop de symptômes de sevrage, surtout si vous êtes en plus en sevrage de gluten. Mais ultimement, il faut réduire notre consommation de sucre et s'assurer que les glucides qu'on consomme seront bien utilisés par notre cellule avec l'apport en vitamine B, par exemple, le complexe B bioactif dont je vous ai parlé dès le début du défi, mais aussi la pratique d'activité physique qui va faire que nos cellules vont mieux absorber à ce moment-là les glucides présents comme source de carburant et donc réduire notre taux de glycémie et donc le taux d'insuline. Donc, c'est un des mécanismes par lesquels l'activité physique a un effet anti-cancer. Mais à la base, il faut réduire la consommation de glucides sous toutes leurs formes. Alors, ça conclut ma capsule de cette 16e journée du défi détox. Tranquillement, on avance dans le mois d'octobre. Je pense que vous êtes en train d'y prendre goût et d'y prendre l'habitude, même si je ne suis pas tous les matins exactement à la même heure, d'avoir comme ça un petit truc santé. Je vais voir comment on fera pour que ça se poursuive d'une manière ou d'une autre, que ce soit en vous les envoyant par courriel, que ce soit en créant peut-être un endroit où je pourrais vous référer si vous voulez aller réécouter ces capsules vidéo. Et bref, merci d'être là et on se retrouve demain matin pour la 17e journée de ce défi J'aime mes seins.
Bonne journée.